j'ai donné comme titre une phrase d'Umberto Eco. La langue de l'Europe, c'est la traduction. C'est une phrase qu'il n'a pas écrite vraiment, mais qu'il a prononcée à plusieurs reprises dans des conférences et qui a été reprise par des ministres français. C'est quand même assez rare. Et c'est une phrase qui, pour moi, a pris tout son sens, à la fois politique et philosophique, avec le dictionnaire des intraduisibles dont Charles vient de vous dire un mot. Peut-être qu'il faudrait dire d'ailleurs la langue du monde, c'est la traduction. En tout cas, il faudrait que ce fût la langue de l'Europe. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on s'éloigne du tout à l'anglais, qui n'est pas de l'anglais, c'est-à-dire du globish, du global English. Pour une fois, je ne suis pas obligée de parler globish. Mais ô combien de fois, y compris en France, il a fallu, devant des pairs scientifiques, pairs P-A-I-R-S, pas trop de pairs, je parle globish. Donc là, je vous parlerai de traduction et je vous dirai pourquoi ça m'intéresse à ce point-là maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, l'une des choses peut-être que nous avons à faire, peut-être que ça peut se résumer comme ça, compliquer l'universel. Il faut qu'on arrête de croire qu'il y a un universel qui vaut pour tous, et avec un U majuscule comme l'un, comme l'unique. Je pense que politiquement et philosophiquement, c'est notre tâche actuelle de compliquer l'universel. Et cela implique de ne plus croire qu'il y a un universel de surplomb, qui plus est le nôtre. Mais de penser plutôt en termes d'universel, avec un S, latéraux. Et c'est un terme de Maurice Merleau-Ponty, que reprend par exemple Souleymane Bachir Diagne, qui est un des philosophes les plus remarquables à mon avis aujourd'hui, qui est à la fois américain et sénégalais et français. Donc qui lui-même est entre plusieurs langues, comme ici au Château Mercier et ici en Suisse, vous êtes entre plusieurs langues, avec plusieurs langues. Donc contre un universel de surplomb, pour à la rigueur des universels latéraux. Je vais souvenir d'une phrase d'Angela Merkel qui m'avait vraiment terrifiée, c'était en 2010. Elle disait « L'approche multiculti a échoué, complètement échoué ». Bien, je crois que nous avons à reprendre ce diagnostic et à le relativiser. C'est un diagnostic ici et maintenant fait en 2010 par Angela Merkel. Nous avons à articuler la pluralité, et pas seulement la pluralité de mêmes, d'identiques, de semblables, mais la diversité. C'est-à-dire la diversité, alors de semblables au sens fort de semblables, comme moi, pas comme moi. Et le modèle de la diversité, le modèle de cette diversité, là, je crois que ce sont les langues. La diversité des langues, c'est le thème de Humboldt et Verschiedenheit. Pas la pluralité, la diversité. Et Humboldt dit par exemple, je n'ai jamais rencontré le langage, je n'ai rencontré que les langues. Je crois que ça c'est un fait, c'est une vérité pour autant que vérité il y ait, puisque je supprime toutes les majuscules. Donc c'est une des vérités possibles. Il y a des langues. Et je propose que cette phrase, pour les philosophes que nous sommes, que je suis en tout cas, se substitue à « il y a de l'être ». Voilà. Donc voilà un peu les jalons de ce que je voudrais tenter d'explorer avec vous. Et pour ce faire, je vais prendre appui sur ce travail qu'il faut bien dire délirant, le vocabulaire européen des philosophies, dictionnaire des intraduisibles, dont on vient de vous parler un instant. En fait, ce livre est un livre fou, qui n'aurait pas dû exister. On a mis 15 ans à le faire, à 150. Et c'était une aventure continue. Et c'est de cette aventure,
des motifs de cette aventure dont j'ai envie de vous parler d'abord. C'est une aventure philosophique et politique. Vous l'avez compris, les deux sont inséparables. Philosophique et politique. Il s'est agi pour nous, c'est-à-dire d'abord pour une vingtaine d'amis philosophes et littéraires, et l'un des acquis, si vous voulez, de tout cela, c'est que évidemment il y a intersection, interdisciplinarité et mélange des genres. Un philosophe n'est jamais seulement un philosophe, un littéraire n'est jamais seulement un littéraire, un historien, etc. Et c'est donc de cette interdisciplinarité que nous sommes évidemment partis, avec comme point commun le fait d'être arrêtés par des mots, des textes, des mots dans des textes en langue. Donc de penser que quand nous philosophons en langue. Vous voyez que ça s'inscrit immédiatement contre une tendance très actuelle et d'ailleurs très générale de la philosophie, qui est de penser qu'Aristote est mon collègue à Oxford. Ça, c'est quelque chose qu'on pense assez fréquemment dans les milieux, disons, les plus pauvres de la philosophie analytique. Il y a des milieux très riches, langagièrement, qui sont passés par le linguistic turn, etc. Mais il y a des milieux pauvres. Et dans ces milieux pauvres, on penserait volontiers que la géographie et l'histoire, ça n'a pas lieu d'être en philosophie. Et que, encore une fois, on philosophe en concept universel, avec un grand U, et pas en mots. Moi, je crois qu'on philosophe en langue. Et c'est avec cette idée que nous sommes partis, que nous nous sommes engagés dans cette aventure du dictionnaire des intraduisibles, une aventure qui n'est pas terminée, et je vous raconterai pourquoi. Donc, nous avons travaillé à partir de ce qui nous arrêtait. Et je crois que ça, c'est une bonne méthode. C'est-à-dire que, au lieu de penser que les choses vont de soi, ou bien de faire le tour des difficultés et de passer quand même, je crois qu'il vaut mieux s'arrêter à ce qu'il y a de difficile, de s'arrêter à ce à quoi on doit prendre garde pour articuler les différences, justement. Et à partir de là, les attaquer de front et essayer de les filer, de les suivre. Donc, nous nous sommes arrêtés à ce qui nous posait problème, à nous, philosophes, c'est-à-dire évidemment interprètes de texte, c'est-à-dire évidemment lecteurs de texte en langue et traducteurs. Et dans ce livre, ce qui fait note de bas de page, vous savez, les NDT, eh bien, c'est devenu du plein texte. C'est devenu du plein texte et c'est devenu à chaque fois une incitation à la recherche. Alors, je vous donne tout de suite la définition que je vous proposerai et que nous avons suivie, ou peut-être qui s'est révélée en travaillant des intraduisibles. Intraduisible, ça n'est pas ce qu'on ne traduit pas, c'est ce qu'on ne cesse pas de, mettez une parenthèse, ne pas traduire. Donc c'est ce qu'on remet sans cesse en chantier. Pas du tout ce qu'on sacralise comme intraduisible. Et si je fais cette différence, c'est immédiatement pour que vous compreniez que, bien que Heidegger soit un très grand philosophe, bien que Heidegger soit un très grand philosophe qui a travaillé sur la langue et sur la traduction, eh bien, nous ne sommes pas dans ce livre heideggerien. Nous avons travaillé, j'ai travaillé avec beaucoup d'amis heideggeriens, mais ce livre est une machine de guerre contre Heidegger. Et une machine de guerre contre le globish. Alors j'en viens tout de suite aux deux ennemis que j'avais au moment où, il y a donc 10 ans, pile, ce dictionnaire est sorti. C'est donc, je disais, un dictionnaire qui parle aussi politique européenne. Et mon premier souvenir, lorsque j'ai demandé à l'Europe de bien vouloir nous aider financièrement à faire ce dictionnaire, c'est la réponse européenne très carrée. Ah, vous occupez de traduction. Nous n'aidons que la traduction assistée par ordinateur. Voilà. Alors, évidemment, quand on vous dit ça, on devient heideggerien. Hein. Mais bon, on a un peu résisté quand même. On a résisté en ne sacralisant rien. Donc, l'Europe
s'acheminait très tranquillement vers l'idée que, bien entendu, il y avait une union dans la diversité. Bien entendu, la devise de la Comédie Française, simul et singulis, était partout, mais que, eh bien, bien qu'il y ait le nombre de langues adapté au nombre de participants à l'Europe, bien qu'il y ait des langues de travail en pluralité, il n'y avait finalement qu'une seule langue de circulation. C'était ce pseudo-anglais qui sert effectivement à demander des financements. Moi, je n'ai jamais vu d'œuvre. Si je définis une langue par un auteur et des œuvres, je n'ai jamais vu d'autres œuvres en globish que les demandes de financement à Bruxelles. Et c'est terrible. Permettez-moi d'insister là-dessus. C'est terrible parce que c'est lié à l'évaluation. Ça veut dire que nous sommes ramenés à une aune commune. C'est ça l'idée. Il va falloir classer. Il va falloir classer. Donc pour classer, il va falloir que nous aplatissions toutes les différences. Et c'est pourquoi j'ai écrit un livre sur Google. Je voulais voir comment ça se passait, l'algorithme de Google, PageRank. PageRank, c'est un algorithme, vous savez, plus vous cliquez, plus ça monte. C'est-à-dire, plus il y a de bonnes opinions, plus ça monte. Plus on est favorable, plus ça monte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la qualité est une propriété émergente de la quantité. Ça, c'est vrai pour la performance et l'évaluation. C'est pourquoi l'un des plus récents livres que j'ai écrit s'appelle « Derrière les grilles » pour en finir avec l'évaluation. Un livre collectif de furieux. Un livre de désolés et de furieux. Donc, pour moi, le globish a ceci de réellement dangereux, que, d'une part, il est étayé par un certain type de philosophie anglo-saxonne, très prégnante, et d'autre part, il implique bien, que la qualité n'existe plus comme telle. Comme disait Jérôme Lindon en parlant de Beckett, on ne remarque pas l'absence d'un inconnu. Ben oui. Dans les classements, on ne remarque pas le bas de la courbe de Gauss. On ne remarque pas ce qui est véritablement de la recherche, c'est-à-dire ce qui est en avant, ce qui est hors de la norme. Et permettez-moi encore d'insister sur le langage qu'on nous oblige d'adopter lorsqu'on fait un dossier européen. On nous oblige à cocher des cases. Et on nous fait parler dans une langue effarante. Issue, deliverable, state of the art. Et bon, elle est cochée. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez peut-être une chance, une fois que par ailleurs on a contrôlé que vous-même, vous aviez un facteur H. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Non, vous ne savez pas. Facteur H, c'est le nombre d'articles publiés dans des revues classées A, qui sont toutes des revues anglaises ou des revues anglophones ou des revues chinoises traduites en anglais. Bon. Donc, le nombre d'articles publiés dans ces revues pondéré par le nombre de citations qui sont faites de cet article. Si bien que Lévi-Strauss a bien plus mauvais facteur H que Zidane. Ou non, Zidane, j'exagère. Mais que, disons, un négationniste. Voilà. Donc, quand vous avez un assez bon facteur H, vous pouvez demander un dossier à Bruxelles, vous pouvez ouvrir, et à ce moment-là, vous cochez vos cases et vous parlez ce globish qui est très hétérogène avec une langue, une vraie langue, qui est à la rigueur une langue de communication. Je suis tout à fait d'accord pour que nous allions demander un café de Taman Rasset à Pékin en globish, c'est pas le point. Mais pas pour que nous fassions de la culture avec. Ça, c'est autre chose. Ni de la recherche avec. Ça, c'est autre chose. Bon. Donc, j'en étais à mon couplet contre le globish et l'évaluation. Et d'une certaine manière, c'était mon ennemi numéro 1.
ni globish. Il y a un deuxième ennemi qui est le nationalisme ontologique. C'est la manière dont Jean-Pierre Lefebvre parle de Heidegger. Il dit, voilà, c'est un très grand philosophe, le plus grand philosophe contemporain, mais voilà, nationalisme ontologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que... alors, je vais vous lire une phrase pour que vous entendiez immédiatement et sans problème ce que ça veut dire. C'est une phrase qui date de 1930 et que je tire de l'essence de la liberté humaine, Introduction à la philosophie. Alors, je vous la lis. La langue grecque est philosophique. Autrement dit, elle n'a pas été investie par de la terminologie philosophique, mais elle philosophait elle-même déjà en tant que langue et que configuration de langue. C'est le mot Sprachgestaltung qui est là. Et autant vaut de toute langue authentique, naturellement à des degrés divers. Ce degré se mesure à la profondeur et à la puissance de l'existence d'un peuple et d'une race qui parlent la langue et qui existent en elle. Nach der Tiefe und Gewalt der Existenz des Volkes und Stammes, der die Sprache spricht, etc. Ce caractère de profondeur et de créativité philosophique de la langue grecque, nous ne le retrouvons que dans notre langue allemande. Voilà. Donc, ce que j'appelle, après Jean-Pierre Lefebvre, nationalisme ontologique, c'est une hiérarchie des langues qui dépendent de leur proximité à l'être, et donc une hiérarchie véritablement philosophique, philosophante, historiale, si vous voulez, pour reprendre tous les termes de Heidegger, tels que le grec et l'allemand, encore plus grec que le grec, soient en haut de la hiérarchie. Donc, contre cette idée-là, le dictionnaire a travaillé sur les langues qui étaient à notre portée, c'est-à-dire nous, 150 amis, nous avions un certain nombre de langues à notre portée. Et nous connaissions ces langues à travers un certain nombre de textes. Donc, ce sont des langues européennes. Nous ne sommes pas aventurés dans les langues non européennes. Ce sont des langues européennes, et une quinzaine, et les langues qui sont sous ces langues, c'est-à-dire du sanskrit, du grec, du latin, l'arabe comme langue de passage, l'hébreu comme langue de passage. Donc absolument pas l'arabe en tant que tel, l'hébreu en tant que tel. Mais j'ajoute tout de suite, et puis j'y reviendrai si vous voulez vers la fin, que ce qui me réjouit profondément, c'est que ce dictionnaire des intraduisibles est en cours de traduction. Et il est en cours de traduction notamment en arabe et en hébreu, et à présent en chinois. Bon, je reviendrai sur les intentions qui animent ces traductions. La mienne, en tout cas, au moment où je l'ai fait, donc il y a 10 ans, comme, si vous voulez, intervention culturelle en Europe, c'était ni globish, ni nationalisme ontologique. Et pour vous donner une idée un petit peu concrète de ce qu'il y a dans ce dictionnaire, parce que, après tout, là je raconte des choses qui peuvent paraître abstraites, et qui le sont, nous nous sommes intéressés à divers types d'entrées, aussi bien sémantiques que syntaxiques. C'est-à-dire que la syntaxe, évidemment, est ce qui fait profondément différer les langues. La grammaire fait profondément différer les langues. Et nous ne sommes pas interdits de réfléchir sur les genres, par exemple, le genre des noms. Qu'est-ce que c'est une langue où il y a du neutre? Et comment ça se passe par rapport à une langue où il n'y en a pas? Qu'est-ce que c'est l'ordre des mots? Comment une langue où l'ordre des mots est contraint, sujet, verbe, prédicat, comme au fond le français, très différent de l'allemand où le verbe est à la fin, très différent du grec et du latin qui sont beaucoup plus plastiques à cause des cas, justement. Bon, comment ça se passe et comment on passe d'une langue à l'autre? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a d'autre comme corde à son arc à chaque fois? Comment est-ce qu'on peut passer entre ces différences-là très fortes? Comment est-ce qu'on peut passer entre les différences de conjugaison, de temps et d'aspect? Donc, par exemple, nous avons des articles généraux dans ce livre qui portent sur le russe temps-aspect, qui portent
sur les genres des noms, ou plutôt sur par exemple sur la conjugaison et sur le fait que la forme ing soit tellement prégnante en anglais. Qu'est-ce que ça implique? Comment on fabrique ça? Qu'est-ce qui se passe en allemand avec tous les préverbes, post, etc., toutes les articulations, ce que j'ai appelé la métaphysique des particules. Bon. Comment tout ça peut s'explorer et comment on en a philosophiquement profité et comment on peut transposer ça. Et puis évidemment, il y a aussi, et elles sont beaucoup plus nombreuses, les entrées sémantiques qui portent sur un réseau de termes, par exemple Mind, Geist, esprit, pattern, structure, Gestalt. Quelles sont les différences? Pourquoi ça ne fonctionne pas pareil? Pourquoi quand je dis Mind, je ne dis pas tout à fait Geist? Et je ne dis pas tout à fait esprit? Et pourquoi les textes que j'écris, autrement dit, pourquoi une langue est une certaine vision du monde? Comment une langue pêche, je reprends là une expression de Troubetskoy, une langue est un filet irisé, et voilà, vous jetez le filet, comme ci, comme ça a des mailles différentes, et ça pêche d'autres poissons. C'est pour ça que je parlais d'universel latéral. Vous voyez, le monde commun, eh bien, il est peut-être au bout. Il est peut-être une idée régulatrice, plutôt qu'une idée de base. Peut-être que nous avons à le fabriquer vraiment, entre les différences, en travaillant entre. La traduction comme savoir-faire avec les différences, voilà ce qui m'intéresse. Donc, les mots, c'est pas moi ça. Donc nous avons des entrées qui peuvent être des entrées très philosophiques ou qui peuvent être des entrées ponctuelles. Par exemple, il y a l'apparition d'un mot, leggiadria, dans l'italien de la Renaissance, qui dit la grâce de la femme, la grâce de la biche et le sourire de la Joconde. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas tout à fait grâce, c'est pas tout à fait légèreté. Bon, voyons. C'est l'un des premiers mots que nous avons travaillé, c'est pour ça qu'il me revient. Et puis nous avons des mots très simples. Par exemple, bonjour. Bonjour, pour moi, est un mot philosophique. Bonjour, c'est la manière d'ouvrir le monde et d'aborder l'autre. Bon. Eh bien, ce n'est pas pareil si vous dites shalom, salam, la paix soit avec toi, si vous dites juste good morning, hein, ça va, bonjour, ou bien si vous dites kaire, qui veut dire en grec ancien réjouis-toi, jouis, ou bien valet en latin, beaucoup plus pragmatique, porte-toi bien. Bon. Donc tout ça mérite qu'on y pense et vraiment qu'on y travaille. Alors maintenant je voudrais essayer d'expliquer comment pour moi ce livre est vraiment un livre lié à mon appréhension de la philosophie grecque. Comment ce livre est un livre de travail en philosophie antique. Bon, a priori, les Grecs ne parlent que logos. Logos, c'est le plus universel des manières, la plus universelle des manières de désigner la langue. Comme si tout le monde, l'homme est un animal doué de logos, dit Aristote. Logos, les latins l'ont parfaitement traduit en traduisant ratio et oratio, raison et discours. Si vous n'avez pas le logos, vous n'êtes même pas un homme, vous êtes à la rigueur un barbare, et on va vous appeler de cette onomatopée terrible, blablabla, qui désigne le fait que vraiment on ne vous comprend pas, que d'ailleurs vous ne parlez pas, et que peut-être même vous n'êtes peut-être pas tout à fait un homme, et qu'en tout cas on peut vous prendre comme esclave. Bon, donc là, la Grèce paraît, comme disait Momigliano, les Grecs sont fièrement monolingues. La Grèce paraît absolument le plus loin possible de ce type d'exercice du dictionnaire des intraduisibles. Nous avons des termes grecs, nous avons logos dedans, hein, nous avons polis, nous avons, kairos, le moment opportun. Bon, nous avons des termes grecs dedans, mais nous sommes au plus loin de l'idée que nous parlons à un seul, tous, homme, logos, universel, avec un grand U. Bon, alors comment est-ce que quand même ma pratique des textes grecs m'a conduite à travailler de cette manière-là? Eh bien, j'ai travaillé sur la sophistique, c'est-à-dire sur
une philosophie de raisonnement verbal sans solidité et sans sérieux. Ça, c'est la définition du Lalande. Hein. La sophistique, une philosophie de raisonnement verbal sans solidité et sans sérieux. Vous êtes bien courageux de travailler là-dessus après. Donc, j'ai travaillé sur la sophistique, c'est-à-dire sur les autres au sein de la philosophie, sur les borderlines, sur ceux qui prenaient la grande philosophie, qui va de Parménide en passant par Platon et Aristote jusqu'à Heidegger, qui prenaient la grande philosophie au mot, c'est-à-dire qui l'écoutaient, qui pensaient que la manière dont elle s'exprimait était essentielle. Et les sophistes, c'est par exemple Gorgias, qui, 50 ans après Parménide, écoute le poème de Parménide. Alors, quelques mots peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec les présocratiques. Le poème de Parménide, c'est, pour Heidegger justement, l'aurore de la philosophie. C'est ce qui permet de brûler des centaines de bibliothèques, dit-il. Ces quelques mots, ces quelques fragments suffisent. Et dans ces fragments, on trouve, disons, on trouve le « est » primordial. Il s'agit de décrire esti, est, et de voir comment il faut s'engager et ce qui se passe quand on s'engage sur cette route. Ce chemin qui est en même temps le chemin de la pensée, le chemin de la parole et le chemin de l'être. Une co-appartenance, si vous voulez, être, penser, parler. C'est cela qui est, d'une certaine manière, pensé comme à l'origine de la philosophie occidentale. Eh bien, Parménide écrit donc son poème en hexamètre dactylique, c'est-à-dire comme Homère, mais fait passer le mythos homérique, c'est-à-dire le récit, le mythe, au logos rationnel. Et nous avons là l'ouverture de la philosophie occidentale, nous dit-on, et je crois que c'est vrai. Qu'est-ce que fait Gorgias ? Gorgias écoute le poème et dit « Ah, esti, très intéressant. Le poème de Parménide est censé dire l'être, penser l'être. Très bien. Mais que fait-il au juste ? Eh bien, il fait être cet être. C'est-à-dire que sans le poème de Parménide, il n'y a pas de « est ». Il n'y a pas de « être ». Il n'y a pas de sujet non plus. C'est-à-dire il n'y a pas de l'étang. Et il décrit le poème de Parménide comme faisant passer grammaticalement, syntaxiquement, du « est », troisième personne du singulier du présent, dont Heidegger fait tout un plat, à to éon, l'étang. Et il montre comment ça se passe, syntaxiquement, en l'imitant, en le redisant à sa manière, mais en appliquant ça à mais esti, hoc esti, à ne pas, est, n'est pas. Et il montre que, lui, il arrive très bien, dans le traité du non-être, il arrive très bien à faire comme Parménide, c'est-à-dire qu'au lieu de produire l'étang, la sphère bien ronde de l'étang, il produit le non-étang. Ça marche tout à fait pareil. Il commence par hoc esti, et puis, Méon, le sujet de hoc esti, et puis, bon, voilà, on y arrive. Donc, c'est un fait de dire, c'est un effet de langage, c'est une performance. Il montre comment le « est » est une performance. Et une performance linguistique. Non pas... Alors, là, j'exagère un petit peu, parce qu'il n'a pas d'autre langue pour comparer. Il le fabrique en langue. Il montre comment ça joue de la langue grecque. Et ensuite, aussi bien Benveniste que Derrida, en s'opposant, mais peu importe, ou Heidegger, diront qu'en effet c'est un fait de langue. Mais ils l'enracineront dans le peuple pour Heidegger, alors que Benveniste le mettra de manière conjoncturelle, accidentelle si vous voulez, dans telle langue indo-européenne, plutôt que telle autre. Et il dit effectivement c'est du grec. Et Heidegger dit « Ouais, c'est du grec, enraciné ».
Bon. Et Benveniste dit ah, c'est du grec. Et disant c'est du grec, il le dit comme Gorgias. Exactement. C'est du grec. Ah, il faut de la langue grecque pour fabriquer ça. Ça, c'est vraiment drôle. Mais c'est la langue grecque qu'il fabrique, ce to-on ou ce to-méon. Et donc, c'est un effet de langage. Changez de langue, vous allez le fabriquer autrement. Voilà. Et c'est ça, si vous voulez, sur lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé, si vous voulez, sur la performance sophistique, c'est-à-dire, je le résume d'une phrase, on ne dit pas, on n'est pas fidèle à l'être, on ne dit pas l'être, mais l'être est un effet de dire. Voilà. Ça, c'est la phrase sophistique par excellence. L'être est un effet de dire. Bon. Eh bien, j'ai immergé ce que j'appelle, d'un terme de Novalis, la logologie sophistique, c'est-à-dire cette prise en compte du logos par le logos, la logologie sophistique, dans la pluralité des langues, en essayant de voir comment ça se goupille. Et ce dictionnaire, c'est donc un produit sophistique, et non pas un produit ontologique, si vous voulez, ou un produit phénoménologique. La phénoménologie et l'ontologie ayant, depuis toujours, partie liée. C'est-à-dire que je n'ai pas à dire la vérité de l'être, ou la vérité de ce qui est, ou la vérité du monde, ou la vérité des phénomènes, mais j'ai à prêter attention au dire qui le dit. L'un n'empêche pas l'autre. On peut être phénoménologue et logologue. L'un n'empêche pas l'autre. Mais disons que la grande tradition a toujours occulté la logologie et a toujours fait en sorte qu'on soit, comme naturellement, phénoménologue, exactement comme on est naturellement enraciné dans une langue et dans un peuple. Et c'est cet enracinement que je questionne. C'est cette unicité, si vous voulez, que je questionne. Donc, voilà, plus d'une langue. Et c'est autour de ça que j'ai travaillé, que nous avons travaillé. Cela apporte, quand on suit ce fil sophistique, disons une attention immédiate à un phénomène langagier que toute la tradition philosophique a tenté de repousser en même temps qu'elle repoussait la sophistique. C'est l'équivocité, l'homonymie. Il se trouve qu'Aristote a démontré le principe de non-contradiction au livre Gamma de la métaphysique, de manière absolument magnifique et très très lourde. Il ne dit pas simplement que une table ne peut pas être à la fois blanche et non blanche. La même table ne peut pas être à la fois blanche et non blanche en même temps. C'est pas seulement ça qu'il dit. Bien sûr, c'est une conséquence. Ce qu'il dit, c'est qu'un mot ne peut pas avoir et ne pas avoir en même temps plusieurs sens. Autrement dit, il démontre le principe de non-contradiction, et je vous résume le chapitre 4 du livre Gamma de la métaphysique. Il dit, il y a des mal élevés qui me demandent de démontrer le principe de tous les principes. Évidemment que c'est impossible. Enfin, quand même, je vais le faire. Je vais le faire, mais pas par démonstration directe, par réfutation. Et je vais leur demander de parler. S'ils ne parlent pas, c'est pas la peine de parler avec eux. Ce ne sont pas des hommes. Vous vous souvenez de la définition de l'homme que je vous ai donnée tout à l'heure, la définition aristotélicienne, l'homme est un animal doué de logos. Bon, s'il ne parle pas, c'est une plante. Laissez-le de côté. Ok. Donc, on lui demande de parler. Eh bien, parler, dit Aristote, c'est dire quelque chose. Dire quelque chose, je vous cite le grec exactement. Legein, c'est legeinti. Parler, c'est dire quelque chose. Dire quelque chose, c'est signifier quelque chose. C'est mainenti. Signifier quelque chose, c'est-à-dire signifier la même chose, dit Aristote, to auto, pour soi-même et pour autrui. Donc signifier, c'est signifier une seule chose.
est la même, pour soi-même ou pour autrui. Autrement dit, le principe de non-contradiction s'enracine dans l'univocité. Là, c'est un point de philosophie très dur, très violente. Ceux qui parlent en se laissant aller au plaisir des mots, dit Aristote, ceux qui parlent pour le plaisir de parler, legai, logou, karine, ceux qui parlent pour parler, ceux-là, c'est des plantes. Donc, l'univocité, c'est, si vous voulez, le cadre absolu, comme la prohibition de l'inceste est le cadre absolu pour Lévi-Strauss et pour la société, pour les structures élémentaires de la parenté. Eh bien, la prohibition de l'homonymie est aussi forte que la prohibition de l'inceste. Et les sophistes sont ceux qui refusent cette prohibition de l'homonymie et qui même profitent de toutes les équivoques de la langue, syntaxique et sémantique. Et Aristote écrit tout un livre qui s'appelle « Les réfutations sophistiques ». C'est à la fois des réfutations qui sont pseudo-réfutations de ces pseudo-raisonnements que tiennent les sophistes. Par exemple, un sophisme me vient, un sophisme connu, celui qui termine les réfutations sophistiques d'Aristote, c'est en grec sigonta legein. Et sigonta, ça peut être un participe pluriel, legein, le verbe dire, sigonta, ça veut dire, c'est du verbe sigein qui veut dire se taire ou être en silence ou faire silence. Et du coup, sigonta legein, ça peut vouloir dire legein, dire, sigonta, des machins silencieux, des choses silencieuses. Ou bien ça peut vouloir dire legein, parler, sigonta, accusatif singulier, en se taisant. Bon, dans les deux cas, vous voyez, c'est terriblement sophistique. Dit Aristote, et donc avec des gens qui font ce genre de choses, on ne va pas parler du tout. On va les expulser hors de l'humanité. Ce sont des plantes. Bon. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Eh bien parce que, finalement, quand j'ai regardé après coup, quelles étaient les entrées que nous avions choisies comme symptômes de différence des langues ? Quels étaient ces intraduisibles, sémantiques, que nous avions choisis ? Je me suis rendu compte que, quand on les regardait depuis une autre langue, c'était très souvent des équivoques, des homonymes. Et pour m'expliquer, je ne vais pas encore m'expliquer, ça va être pire, je vais vous citer une phrase de Lacan. Jacques Lacan, grand psychanalyste, qui dit cette phrase à propos des langues de l'inconscient, et moi je l'appliquerai volontiers à toutes les langues. Il dit « Une langue, virgule, entre autres, avec un S à autre, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire a laissé subsister. » Eh bien, dans ce dictionnaire des intraduisibles, nous avons travaillé avec l'intégrale des équivoques, ou tenté de travailler avec quelques-unes des équivoques qui fabriquent les langues. Je prends un exemple. Pravda. On a travaillé avec des russophones, des Ukrainiens et des Russes. Et moi, je proposais que nous fassions une entrée Wahrheit, vérité, truth, Pravda. Et ils ont hurlé. Et il n'en est pas question. Pravda ne veut pas du tout dire vérité comme ça. Pravda veut dire justice. D'accord, vous connaissez tous le journal La Pravda, bon, mais Pravda est ce qui traduit dikaiosune, justice, dans la Bible. Le dikaiosune grec. Pravda veut dire vérité en tant que la vérité est justice. Et pour dire la vérité en tant que la vérité est exactitude, c'est-à-dire comme les trois quarts de vos vérités, eh bien, on a un autre mot, c'est istina. Donc, ne mettez pas pravda sous vérité, truth, etc., parce que ça ne marchera pas. Donc, on a fait une entrée pravda, d'où on voit que vérité est, pour un russe, pour la langue russe, pour un russophone, homonyme. C'est homonyme entre une vérité justice et une vérité exactitude. Et nous, pravda est homonyme entre la justice et la vérité. Et donc, vous voyez là l'effet
de la déterritorialisation. C'est un terme de Deleuze, mais qui s'applique parfaitement. C'est-à-dire que c'est depuis ailleurs qu'on se voit soi-même, et qu'on voit sa langue. Et qu'on voit que sa langue, eh bien, elle est faite d'équivoques signifiantes, d'équivoques profondes, d'équivoques, je dirais, historiques, et même, pendant qu'on y est, historiales, à la Heidegger. Par exemple, le français sens. Le français sens, il y a 3 entrées de dictionnaire en général. Parfois 2, parfois 3. Signification, sensation et direction. Mais c'est le même mot pour des vraies raisons. Et l'entrée sens dans le dictionnaire montre comment ça s'est fait. Comment le sensus latin a servi de conflagration entre le flair du nous, du chien d'Ulysse par exemple, du nous grec, qui veut dire aussi intuition, qui veut dire flair, intuition, et puis l'appréhension qu'on peut avoir des mots, c'est-à-dire le sens. Et puis la direction dans laquelle un texte va. Bon. Donc, sens, en français, c'est pour de bonnes raisons qu'il y a un seul mot. Mais cette équivoque du français, elle est fondée et on la voit depuis ailleurs. On la voit depuis l'anglais. Sensation, meaning, non, vraiment pas. Bon. Et direction, vraiment pas. Bon. Donc voilà. Le dictionnaire des intraduisibles, je me suis aperçu qu'il était profondément sophistique. Justement parce qu'il travaillait sur l'écoute de la langue. Et je crois que ça, on rejoint très vite le signifiant et la psychanalyse avec ça. J'ai fait un livre qui s'appelle Jacques le sophiste, et il s'agit de Lacan, là. Comment Lacan disant d'ailleurs, le psychanalyste, c'est le sophiste à notre époque, mais avec un autre statut. J'ai essayé d'expliquer cette phrase. Mais je crois que l'un des points essentiels, c'est qu'il y a le même type de consistance discursive. Quoi ? Attention au signifiant et attention au fait qu'on fabrique en parlant. Attention à la performance. Le deuxième trait, c'est que, le deuxième trait de ce dictionnaire, c'est qu'on prête attention au monde qui se fabrique quand on parle. Et quand on parle dans la différence des langues. Donc voilà. Performance et signifiant. Juste une phrase pour dire performance, une phrase pour illustrer ça. Une phrase de Gorgias, justement, le grand sophiste, dans l'éloge d'Hélène. Il dit « Le logos est un grand tyran qui, avec le plus petit et le plus inapparent des corps, c'est ça qui sort de ma bouche, vous voyez, c'est rien, avec le plus petit et le plus inapparent des corps, flatus vocis, performe, apotélei, parachève, performe, les actes les plus divins. Et parmi les actes les plus divins qui ont été performés par le langage, eh bien, il y a la politique. Et comme dit Hegel, les sophistes sont les maîtres de la Grèce. Les maîtres parce qu'ils leur apprennent la culture, ils leur apprennent à lire les textes, et les maîtres parce qu'ils leur donnent des constitutions et qu'ils leur apprennent que la démocratie, la cité, c'est un croisement de discours. Que donc on fabrique le politique en parlant. Et juste pour alléger un peu tout ce que je suis en train de vous raconter de philosophique, j'ai été extraordinairement éblouie de retrouver dans la bouche de Desmond Tutu, l'archevêque de Cape Town, l'archibishop de Cape Town, lorsqu'il présidait la commission Vérité et Réconciliation, la phrase de Gorgias. Il disait, la commission Vérité et Réconciliation, vous savez, c'est ce qui a permis à la fin de l'apartheid, ce qui a permis de fabriquer le peuple arc-en-ciel, d'éviter le bain de sang. Tout le monde est venu témoigner et dire tout ce qu'il savait. Et bon, on en reparlera si vous voulez, mais en tout cas, juste cette phrase, Desmond Tutu dit on pense d'habitude que le langage dit des choses, c'est-à-dire qu'il est phénoménologue, ontologue. La commission n'est pas de cet avis. Incroyable. Et je cite textuellement, le langage, virgule, discours et rhétorique, virgule, fait les choses. Il construit la réalité. It builds reality. Donc c'est cette dimension de la performance liée à l'attention prêtée au langage, immergée dans la différence des langues, qui constitue, si vous voulez, le nerf philosophique de ce dictionnaire des intraduisibles, et probablement le nerf philosophique d'un intérêt pour la traduction, c'est-à-dire d'une attention portée au fait de parler.
et au fait de la différence des langues, et au fait de voir que c'est une création continue, un langage. Une langue, c'est une création continue. C'est une energeia, dit Humboldt. Je conclus peut-être sur deux phrases que je voudrais quand même expliquer un petit peu. Deux phrases de Jacques Derrida qui, aujourd'hui, me paraissent vraiment avoir guidé, alors que je ne les connaissais pas, tout ce travail et tout un vrai travail sur la traduction, tout travail sur la traduction qu'on peut faire. C'est des phrases qui sont tirées d'un livre extraordinaire qui s'appelle « Le monolinguisme de l'autre », un livre tout à fait paradoxal, où Derrida explique on ne parle jamais une seule langue, on ne parle jamais qu'une seule langue. Et il explique ça à partir de sa propre expérience de juifs pieds noirs à qui l'arabe était enseigné comme langue étrangère facultative en Algérie. Et d'où cette espèce de complexité, on ne parle jamais une seule langue, on ne parle jamais qu'une seule langue, qui lui donne cet impératif, plus d'une langue. Plus d'une langue. Il faut plus d'une langue. C'est ça ce qui est essentiel. Et alors avec sa contradiction pragmatique, là on ne parle jamais une seule langue, on ne parle jamais qu'une seule langue, il ajoute, ouais, bon, alors les Américains me diront, d'ailleurs ils m'ont déjà dit, je n'ai pas le droit d'enseigner en philosophie, j'enseigne simplement en littérature comparée, ils m'ont dit, vous êtes un sceptique, un relativiste, un nihiliste, je cite, si vous continuez on vous mettra dans un département de rhétorique ou de littérature, et si vous insistez, on vous enfermera dans un département de sophistique. Parfait, c'est parfait. Je suis comblée. Simplement, cette phrase s'accompagne d'une deuxième qui me paraît extraordinairement profonde et sur laquelle je voudrais insister. La deuxième phrase, c'est « Une langue, ça n'appartient pas ». Une langue, ça n'appartient pas. C'est-à-dire que, au fond, c'est ça la vraie réponse à l'enracinement. Et je rejoins là le livre que j'ai fait sur la nostalgie qui se termine sur Hannah Arendt. Hannah Arendt disant, dans l'entretien avec Günter Gauss, quand on lui demandait « Mais l'Allemagne pré-hitlérienne, vous n'en avez aucune nostalgie maintenant que vous êtes naturalisée américaine ?» Je disais « Non, je ne peux pas dire que j'en ai de la nostalgie, l'Europe pré-hitlérienne, mais il en est resté quelque chose, la langue. J'ai pour patrie la langue allemande, ma langue. La langue que ma mère utilisait quand elle me parlait, donc ma langue maternelle, celle qui est « in the back of my mind », dit-elle. La langue de mes chansons enfantines, la langue des poètes, la langue des philosophes, que j'ai appris. Simplement, elle ajoute « Bon, j'ai pour patrie ma langue. Mais cette langue n'est pas la langue d'un peuple. Je ne me suis jamais senti appartenir à aucun peuple, ni allemand, ni juif, dit-elle. Et elle cite son ami Randall Jarrell, qui dit « Ah, le pays que je préfère, c'est l'allemand. » Voilà. Autrement dit, c'est très intéressant si on va jusqu'au bout, c'est peut-être un peu forcé, mais c'est très intéressant. Ce que Hannah Arendt appelle la banalité du mal. C'est une langue qu'on parle par cliché. Une langue dans laquelle on n'invente pas. Et elle dit, voilà pourquoi moi, je ne parle pas américain. Je le parle, bien sûr, avec mon accent allemand que je garde et que je cultive. Pour qu'on voit bien qu'il y a de l'étrangeté là-dedans. Et je parle cet anglais-là pour refuser de parler comme font la plupart des Allemands qui ont émigré aux États-Unis et qui prétendent qu'ils parlent comme des natives et qui en fait ne parlent que par cliché. Vous voyez où on rejoint le globish, mais ça n'est pas de globish là qu'il s'agit, mais au fond, le problème, c'est que c'est ça la banalité du mal. C'est parler une langue dans laquelle on n'invente pas. Et elle disait, Eichmann, il ne parle que par cliché.
la langue allemande ne cesse de lui jouer des tours. Il ne sait pas parler allemand. Et aujourd'hui, quand on nous donne des éléments de langage en politique, je crois qu'on est en plein dans la banalité du mal. Et c'est pourquoi je suis tellement contre les cases à cocher. Donc, voilà. J'ai fait le tour de ce que je vous voulais dire et je conclus en vous citant un petit bout de Arendt que je trouve vraiment beau. C'est dans son journal de pensée, ça s'appelle Pluralité des langues, et vous voyez, au fond, elle me permet d'insister sur ce que fait la traduction. La traduction, elle désessentialise, elle défige, on est entre. Et c'est cela qu'elle est en train de nous dire dans ce fragment qui s'appelle Pluralité des langues et que je vous lis pas en entier, c'est un fragment de 1950 dans son journal de pensée. S'il n'y avait qu'une seule langue, nous serions peut-être plus assurés de l'essence des choses. Ce qui est déterminant, c'est le fait, premièrement, qu'il y ait plusieurs langues et qu'elles se distinguent non seulement par leur vocabulaire mais par leur grammaire, c'est-à-dire par leur manière de penser, et deux, que toutes les langues peuvent être apprises, donc qu'on déterritorialise sans cesse. Étant donné que l'objet qui est là pour soutenir la présentation des choses peut s'appeler aussi bien Tisch que table, cela indique que quelque chose de l'essence véritable des choses que nous fabriquons et que nous nommons nous échappe. Au sein d'une communauté humaine homogène, l'essence de la table est indiquée sans équivoque par le mot table, et pourtant, dès qu'il arrive aux frontières de la communauté, il chancelle. Cette équivocité chancelante du monde et l'insécurité de l'homme qui l'habite n'existeraient naturellement pas s'il n'était pas possible d'apprendre les langues étrangères. D'où l'absurdité de la langue universelle, contre la condition humaine, l'uniformisation artificielle et toute puissante de l'équivocité. Voilà, c'est cette équivocité chancelante du monde que je nous souhaite de travailler avec la traduction. Merci. La discussion est ouverte si vous le souhaitez. Je mets mes lunettes pour vous voir. Monsieur. D'abord, une grande admiration et un grand merci. C'est absolument fascinant. M'intéresserait d'entendre votre commentaire, votre analyse sur, justement, dans l'équivocité, le mot Dieu et Théos, et peut-être dies, et din en sanskrit. Je ne suis pas capable. Il y a une entrée Dieu, vous savez, c'est une entrée éditoriale, c'est-à-dire que ça relie un certain nombre d'autres entrées entre elles. Mais c'est un travail en cours. Et c'est un travail en cours avec un projet que nous sommes un certain nombre à connaître déjà, qui n'est pas du tout sorti de terre, qui est de faire un dictionnaire des trois monothéismes, les intraduisibles des trois monothéismes, et d'essayer de prendre les textes sacrés là où ils sont, autour des mots, enfin, de les prendre au moyen des mots autour desquels ils s'enroulent. Et donc de voir comment ça passe pas, comment ça se... Bon. Et moi, moi qui ne connais, j'allais dire, que le grec et le latin, mais qui ne parle ni l'hébreu ni l'arabe, je ferais volontiers la version païenne de la chose. Et à ce moment-là, ce que je peux dire, pour vous répondre à ma manière, c'est que pour moi, un païen se définit par le fait, alors, qui est partout dans Homère, par le fait que celui qui arrive en face, ça peut être un dieu. Et bon, Ulysse s'appelle le divin Ulysse, pas pour rien. Quand il voit Nausicaa, il lui dit que tu sois femme ou déesse, jamais je n'ai vu quelque chose d'aussi beau que toi. Ah si, le jeune fut d'un palmier qui à côté de l'hôtel de Délos.
Et elle lui répond, bon, d'abord il est tout gâté par la mer, etc. Et puis il a trouvé de l'eau douce, il se lave, les servantes l'aident à se laver, et Athéna verse sur lui la charis, la grâce, intraduisible, d'accord. Et il arrive, avant, Nausicaa dit oh, « Tu ressemblais à un lion des montagnes, et maintenant, tu es peut-être un dieu des champs du ciel. » Bon, donc voilà. Pour moi, le paganisme, en tout cas ce qu'il faut comprendre dans Théos, et dans le fait que Ulysse soit divin, par exemple, c'est cette perméabilité cosmique. Mais c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. C'était dans ce sens-là que je posais la question. Peut-être j'enchaîne s'il n'y a pas une autre main qui se lève. Oh, pardon, alors je passe. Vas-y, madame. Pardon, moi ce n'est pas philosophique. Parlez plus fort. Ma question n'est pas philosophique, c'est plutôt plus pratique. Je travaille dans une institution pour les sourds et là, en traduisant, parfois on se rend compte qu'il y a des mots, pour les traduire, on raconte toute une histoire. Alors, jusqu'à quel point, même dans certaines langues, jusqu'à quel point on a le droit d'inventer un mot ou un geste pour traduire un autre mot? Vous avez tous les droits. Mais comment vous avez tous les droits. Mais je voudrais juste dire une chose, parce que je ne peux pas résister à ce plaisir. Je suis en train d'essayer de fabriquer une exposition sur la traduction. Bon. Charles en a parlé un tout petit peu, j'espère qu'elle se fera même ici. Et pour essayer de parler du génie des langues, si j'ose dire parler, vous allez voir, du génie des langues sans nationalisme ontologique, donc sans tomber dans le génie des langues et dans l'enracinement, j'ai pensé, je vais tourner un petit film avec Emmanuelle Laborie, donc, grande actrice non-entendante, et on a commencé à travailler. Et alors, le terme culture, je vous le fais mal et vous allez le faire mieux. Culture en langage des signes européen, c'est quelque chose comme ça. Vous allez le faire mieux que ça, et enfin, voilà ce qu'elle m'a... Parce que quand je veux expliquer culture, oui. Je veux expliquer d'accord. autre chose, non? Peut-être. Mais donc, enfin, je vous propose la distinction suivante, et vous allez me dire si c'est justifié ou non, et si ça l'est pas, on aurait une vraie discussion après, parce que c'est très important pour moi. Donc, j'avais compris que culture, dans les langues à peu près d'Europe, c'était ça. Que culture en américain, c'est ça. Et que culture en japonais, c'est ça. C'est ce que Emmanuel m'a dit pour l'instant. Et bon, je trouve que... Ce sont les informations, c'est comme ça plutôt. Oui. Moi, je dirais comme ça. En japonais? En libanais. En arabe. En arabe. Libanais. Très bien, mais donc très important de savoir ça. Très important de savoir ça. Et vous voyez, si ces trois gestes et le quatrième que vous venez de faire sont bien comme ça, ce que ça peut nous apporter comme idée de la différence des mondes péchés, enfin comme idée de la différence de manière de pécher les mondes. Je trouve ça extraordinaire. Alors, elle m'a aussi expliqué, je ne vais pas le faire devant vous, comment ça se dit faire l'amour dans les différentes langues. S'il vous plaît. Ah, l'amour ou l'amour? Non. Les deux. Ah oui. Non, je... C'est le même? Non. Non, c'est le Non. Non, j'ai fait déjà. Je l'ai bon. C'est comme ça. C'est comment? C'est pas du tout comme ça pour elle. Après, vous aurez la démonstration après. Voilà. Oui, merci beaucoup énormément pour cette conférence. Et
Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir une certaine résistance un peu par rapport à ce que vous dites. D'abord, résistance qui vient d'un constat, c'est qu'il y a encore beaucoup de philosophes essentialistes dans le monde, qui croient fermement à la métaphysique, aux choses, à l'être. C'est un premier constat qui me fait dire, mais l'autre résistance vient peut-être d'une forme d'espérance. Parce que on voudrait, peut-être la vie vaudrait peut-être plus la peine d'être vécue si on croyait dans une forme universelle, au moins une idée régulatrice qui nous fait espérer, disons, une forme d'union linguistique dans le monde entier, quoi, ce temps pré-babélien, disons. Ça, c'est ce constat peut-être un peu naïf, hein, je parle d'une forme de naïveté, disons. Après, ma question, ça c'était la remarque, mais ma question porte sur deux concepts, ou deux mots. Le concept de vérité et celui d'équivocité. D'abord, celui d'équivocité, est-ce que un mot équivoque, lorsqu'on en a décortiqué les termes, par exemple, cas classique, l'amour, Eros, agapé, philia, est-ce qu'au fond, on peut dire encore que c'est un mot équivoque? Si on est capable de le décortiquer, est-ce qu'on a affaire à... Ou alors il y a quelque chose qui s'appellerait plutôt ambiguïté, un mot peut-être en... J'ai pas l'impression que le mot, par exemple, amour, tout équivoque qu'il est, en soi, est vraiment équivoque parce qu'on peut le décortiquer, justement. Est-ce qu'il y a des mots vraiment qu'on ne pourrait pas décortiquer du tout? Et auquel cas, qu'est-ce que c'est? Ça me semble sortir du champ linguistique. Non, je crois que vous avez complètement raison. On décortique les équivoques. C'est même ça dont il s'agit dans le dictionnaire, tout le temps. Et en ce sens, on est très aristotélicien. C'est-à-dire que Aristote dit il suffit de mettre un nouveau mot. Ouais, évidemment, il y a plus de choses que de mots. Créons des mots. Et c'est ce qu'il fait avec les catégories, par exemple. Il catégorise le verbe être et il distingue les sens. C'est tout le temps, et après, une fois qu'il a fait ça, après gamma, après avoir dit il faut l'univocité, il peut commencer à faire delta, un dictionnaire, pour de bon. Donc vous avez complètement raison de dire que le geste philosophique par excellence, c'est de défaire les équivoques. Très bien. Ça ne les empêche pas de se faire entendre. C'est-à-dire que quand vous dites « est », en lisant le poème de Parménide, vous voyez que Parménide est en train de jouer sur être, exister, c'est le cas que, il est vrai que. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, ça s'arrête. Sinon, il n'y a rien qui se poématise. D'accord ? Donc, tout ce que je dis, c'est que, bien entendu, nous ne cessons pas de conceptualiser, et en particulier nous, philosophes, c'est-à-dire nous ne cessons pas de désambiguer. N'empêche que la langue existe, et qu'elle continue à énerguer, et qu'elle travaille. Et que ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer, pour une fois, qu'elle ne travaille pas seulement chez les poètes, où là, vous leur laissez le droit d'utiliser les équivoques, et de les faire entendre, et d'avoir des halos et des auras de mots. Bon, et vous n'êtes pas non plus simplement un pragmatiste qui dit, ben voilà, on va, grâce au contexte, on va désambiguer et on va faire la traduction assistée par ordinateur. Là, j'aimerais bien vous en parler. C'est très très intéressant ce qui se passe. Bon, donc c'est pas ça. L'idée, vous avez raison. Il y a des équivoques et on n'arrête pas de les défaire. Mais en même temps, la langue, elle existe. Les langues, elles existent. Et il y en a sans arrêt. C'est pas seulement des homophones, c'est des équivoques pour de bon. Et donc celles-là, à quoi ça vous sert de les défaire? Je veux dire, bien sûr, vous allez déployer les sens du mot sens, et vous faites un dictionnaire, c'est très bien. N'empêche que quand vous dites le sens des mots, vous dites aussi, d'une certaine manière, la direction dans laquelle ils vont. Et ça, c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est pas grave. C'est tant mieux. Quand vous dites d'une certaine manière, oui. Il y a une forme de mélange qui se passe. Oui. C'est impur. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Ah ben on est d'accord. C'est ça. Ouais. La deuxième question concernait le concept de vérité, cette thèse
certainement connu que ce concept serait anhistorique et que même si on était dans une société de menteurs, où il n'y avait que des menteurs, bon, ce ne serait pas de concevoir la vérité pour pouvoir parler de... Et même si vous n'étiez pas d'accord avec moi, on serait d'accord sur notre désaccord, au moins, disons. Ça, c'est le vieux piège qu'on tend aux sceptiques. D'accord, mais oui. il n'empêche que ce mot semble... que je parle avec que je sois en désaccord avec un Chinois ou avec n'importe qui, et même le discours sur le discours, il n'est possible entre langues ou entre professionnels des langues comme vous que si on a en nous un concept de vérité alinguistique ou même anhistorique. Que vous dites. Moi, ça ne me convainc pas du tout ce que vous dites. C'est-à-dire que excusez-moi. Disons, c'est pour la formule de Kant, on ne discute que quand on a l'espoir de se mettre d'accord. Disons, oui, mais ça, Kant est très habermasien, ça c'est vrai. Habermas est très kantien. Non, mais pour avoir je veux dire. cet espoir-là, disons, on doit quand même, au fond de nous, si on doit pouvoir se mettre d'accord, c'est qu'on a au fond de nous quelque chose qui n'est peut-être anhistorique, c'est le concept de vérité, non? Bah, si vous en avez envie, oui. Non, mais je veux dire, ça me fait pas envie, ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça peut très bien être intéressant. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça qui m'intéresse. Il y a une grande tradition pour faire ça. Donc, parfait. Pour moi, j'aimerais mieux savoir ce qui se passe quand on imagine un peu autre chose. Ça m'intéresse plus. Et vous voyez, je dirais, c'est pour ça que j'insistais sur la performance. Hein. Le rapport entre performance et performatif est très fort. Moi, je suis en train d'écrire un livre, là, sur quand dire c'est vraiment faire. Et donc, je parle d'Austin. La fin d'Austin, vous vous souvenez de la fin de How to Do Things with Words? Je suis très content d'avoir play Old Harry with two fetishes. With two fetishes, the true-false fetish and the value-fact fetish. Ça, c'est la fin de... je suis très heureux de jouer, de m'être payé la gueule de deux fétiches dont j'adore me payer la gueule, à savoir le fétiche vrai-faux et le fétiche valeur-faite. Ça, c'est la fin de comment faire des choses avec les mots de Austin. C'est-à-dire de celui qui, pour la première fois, thématise ce que c'est que la performance et ce que c'est que la troisième dimension du langage. Pour le dire vite, hein, le langage, c'est parler d'eux. Je parle de la table et je dis qu'elle est blanche. Ça, c'est vrai. Je dis qu'elle est noire, c'est faux. Bon. Je vous parle à vous. Donc je parle à. Et je vous convainc ou je vous convainc pas, mais enfin, j'essaye de vous persuader. Et puis, je parle pour parler. Ça, c'est la troisième dimension. C'est la dimension dont Aristote ne veut pas, il expulse ça hors de l'humanité, c'est la dimension d'Austin. Et Austin en thématise la petite pointe. La petite pointe, c'est « je vous déclare unis par les liens du mariage ». Quand un prêtre dit ça, ou un maire, je ne sais pas, dit ça, investi de l'autorité, eh bien, vous êtes mariés. Bon, c'est ça qu'en dire c'est faire. Je te baptise, le langage sacramentaire connaît ça depuis toujours, hein, ou bien fiat lux. Tiens, voilà, hein, la lumière est là. Bon, voilà, ça c'est le premier performatif. Après, si on allait du côté des dieux, on trouverait le premier performatif chez Homère. Oui. C'est je te prends les genoux car j'ai trop peur de te prendre les genoux. C'est Homère, c'est Ulysse voyant Nausicaa, et il est tout nu, il a juste une branche comme ça, bon, et il ne veut pas lui faire peur, mais il veut faire le geste du suppliant. Le geste du suppliant, c'est prendre les genoux, et il réfléchit et il dit est-ce que je vais lui prendre les genoux ou est-ce que j'utilise un cardaléon mutos, un discours qui gagne. Et il dit, allez, je choisis le mutos, le cardaléon mutos. Et il lui dit, je te prends les genoux, car j'ai trop peur de te prendre les genoux. Ça, c'est un performatif. Magnifique.
Donc voilà, excusez-moi, j'ai vraiment dérivé. Puisque vous avez travaillé sur Google, j'aurais juste c'est même pas une question, mais peut-être vous demandez votre réaction là-dessus. J'ai entendu que le Google Translate passe en fait toute langue par donc la langue A, qui va vers la langue B, mais il la passe par l'anglais. Donc si je traduis du français à l'allemand, il va traduire français-anglais et anglais-allemand. Ça, c'était le Google Translate première manière. Ah. Voilà, il y avait une langue pivot, et vous avez raison, c'était l'anglais, et un anglais artificiel parce qu'il était désambigué. Bon, et ça faisait des trucs délirants, hein, effectivement. J'avais essayé ça avec « Et Dieu créa l'homme à son image ». Je l'avais traduit en allemand, par Google Translate, puis j'avais traduit l'allemand en français, puis j'avais traduit le français en allemand, et ça s'était stabilisé. On obtenait la même chose tout le temps. Et on obtenait « Et l'homme créa Dieu à son image ». Bon. C'est assez vrai. Ça, c'était. Ça n'est plus le cas. Maintenant, justement, et ça doit faire beaucoup réfléchir, on passe de tous les contextes dans une langue, c'est-à-dire de tout ce que vous avez écrit dans tous vos mails, de tout ce qui est écrit dans une langue, de tout ce que Google, de tout ce que le robot peut ramasser. Big data. À big data. On passe de big data français à big data allemand. Et ça permet de faire jouer tous les contextes. C'est-à-dire qu'on repère, évidemment, c'est les équivoques qui posent problème, les équivoques sémantiques et syntaxiques. Bon, eh bien, on les dissipe par le contexte, par un maximum de contexte. Donc quand vous avez tout... Bon, je ne sais pas ce que ça... je ne sais pas si « Et Dieu créa l'homme à son image » a été corrigé parce que j'ai mis le doigt dessus, ou bien parce qu'ils ont changé. Je ne suis pas sûre que la syntaxe se corrige si facilement. Mais en tout cas, avec le contexte, donc c'est comme ça maintenant. C'est-à-dire que, pour de bon, la qualité est devenue une propriété émergente de la quantité. Et ça c'est... Enfin, je veux dire, ça peut faire frémir, mais c'est ça, Big Data, aujourd'hui. Et c'est maintenant comme ça que ça se passe à TAO. Problème, le mot problème est grec à l'origine. Qu'est-ce que vous entendez sous ce sens de problème? Si je pose la question, c'est parce qu'en chinois, il n'y a pas de traduction du mot problème. Problème en chinois, c'est opportunité. Opportunité, c'est problème. Est-ce qu'il y a un sens premier grec qui signifierait aussi cela? C'est-à-dire la solution dans le problème. Enfin, l'opportunité, ça serait kairos. Hein, c'est cette rupture dans le temps qui permet schlack de saisir le défaut de la cuirasse, etc. Le problème est aussi un défaut de la cuirasse. Voilà. Mais pas seulement ça. Ce que je veux dire, c'est que problema, ça veut dire jeter devant. Et que, d'une certaine manière, ce qui est jeté devant, vous voyez, vous pouvez encore... Bon, enfin, ceci dit, vérité en chinois, jusqu'à maintenant, on m'a toujours dit que ça n'existait pas plus que être. Donc ça laisse un soupçon, planer un léger soupçon sur l'universalité de la chose. À propos de l'équivoque, enfin, puisque vous savez quand même dans l'histoire de l'amour en Occident, des Drougemans en parlaient, vous savez qu'au départ, il y a quand même un jeu de mots, c'est une pure équivoque. Ça commence comme ça dans l'histoire de Tristan et Iseux. Tristan ramène Iseux en effet d'Irlande pour la marier au roi Marc, comme c'était convenu. Et par la suite d'un filtre qu'elle a bu, d'ailleurs c'est une filtre qui dure 3 ans, pas plus, elle se sent mal, elle n'est pas bien. Et Tristan lui dit, mais qu'avez-vous? Et elle lui dit, écoutez, c'est la mer. Alors, il faut savoir qu'en ancien français, amer, ça a plusieurs possibilités, parce que le verbe aimer, amarrer, ça donne à l'affinitif, amer. Alors Tristan, en entendant ce mot,
qui d'ailleurs nous est rapporté par un Allemand, par Gottfried de Strasbourg. C'est un peu plus compliqué. Et entendant ce mot, Tristan voit surgir devant lui une armée de significations. Il se dit, mais la mer, qu'est-ce que c'est? Ah oui, oui, nous sommes sur la mer en ce moment, elle a le mal de mer. Puis la mer, c'est l'amertume, hein, c'est ça. Et il n'ose pas aller jusqu'au troisième sens, qui est, c'est du fait de l'amour, c'est l'amour qu'elle ressent à ce moment-là pour lui, qui provoque précisément ce malaise. Et c'est encore plus compliqué que cela, parce qu'à un autre niveau encore du texte, vous savez qu'elle porte le même nom que sa propre mère, sont toutes des isoles, n'est-ce pas? Et donc, de ce point de vue-là, il y a encore le nom de la mère, mater cette fois, qui retentit dans le nom. Donc, si vous voulez, il y a l'équivocité est à ce moment-là à la fois créatrice de sens, porteuse évidemment d'une série de significations inattendues par un jeu qui se déchiffre, qui se décrypte, qui se laisse entendre. Et donc, si vous reportez vous savez, je vous conseille toujours il y a un petit dictionnaire étymologique de la langue française qui est un pur chef-d'œuvre de Jacqueline Picoche. Ah oui. Ah oui. Qui se trouve donc chez. C'est comme un petit Robert, c'est la même collection. Et Jacqueline Picoche, c'est une pure merveille parce qu'elle vous donne à chaque fois à partir d'un étymon et vous avez les rencontres les plus hallucinantes quand vous prenez un mot, n'importe lequel. C'est-à-dire que la langue est entièrement tissée, comme tu l'as indiqué ici, est tissée de ces équivoques. Je vous laisse alors les découvrir à la pelle en feuilletant. C'est la raison pour laquelle Lacan avait dit que s'il devait, le fameux on peut dire question, si vous étiez dans une île déserte, quel est le livre que vous emporteriez avec vous? Alors les gens répondaient, vous avez emporté la Bible. Non, le dictionnaire étymologique de von Warburg, de Bloch et Warburg. C'est une tradition, évidemment, c'est la même chose que le dictionnaire de Jacqueline Picoche. Parce que c'est d'une richesse infinie. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous tirez tout le fil des traditions qui se sont déposées à l'intérieur de la langue. Alors qu'il y a un exercice de pensée aristotélicien ensuite, c'est tout à fait évident. Mais ça amène évidemment à interroger toujours d'ailleurs l'évidence que l'on a sous les yeux. C'est pour ça que c'est important. Et s'attaquer au poème de Parménide, évidemment là, pour le faire jouer ainsi, pour le détacher au fond de l'essentialisme heideggerien, de l'ontologie heideggerienne, c'était un point fondamental. On est là au cœur, on peut dire, de ce qu'il y a de plus pointu, qui est au fond de plus illuminant dans toute la réflexion philosophique qui s'est déroulée depuis les années 60. Et c'est extrêmement important, ceci, déjouant du même coup toute une série, évidemment, d'aberrations qui se sont traduites à travers, évidemment, le voie d'une certaine philosophie. C'est très important, ceci. Est-ce que j'ose risquer une question un peu de Bérétienne? Tout ce que vous nous racontez est enthousiasmant parce qu'on sent que ça peut ouvrir les portes vers finalement l'appropriation de chacun de sa langue, d'inventer des mots. Plus fort peut-être, je crois qu'on ne vous entend pas au fond. Et surtout de développer cet esprit au deuxième degré qui se demande toujours pourquoi je pense comme je pense et de pouvoir mieux le voir. Donc c'est absolument passionnant. Mais comment l'appliquer dans la vie courante? D'abord, est-ce que c'est un exercice qui ne peut être réservé et utile que pour les gens hyper cultivés? Comment le rendre accessible degré par degré aux autres? Et ensuite, comment finalement arriver à quand même communiquer? Parce qu'il faut un minimum de dénominateurs communs pour arriver. Vous savez, j'ai le regret de devoir partir demain sans pouvoir entendre Charles, parce que samedi matin à la première heure, j'ai un colloque avec les lycéens de banlieue, d'Aubervilliers, entre autres, et qui eux-mêmes ont fabriqué ce colloque. Ils sont très nombreux, il y a plusieurs classes, ils doivent être 80. Et ils ont fabriqué ce colloque qu'ils appellent l'anthropologie pour tous. Et ils ont choisi leurs invités. Donc j'ai l'honneur d'être l'un d'eux,
pour leur parler de ce qui pourrait rendre, disons, ou ce qui pourrait, comment dire, défaire peut-être ce que notre ministre actuel est en train de risquer de faire, qui est un catéchisme de la laïcité. C'est-à-dire des valeurs de la République qu'on va enseigner. Et évidemment, tous ces enfants, c'est les mêmes que ceux à qui j'avais parlé de plus d'une langue, à Montreuil. Ce jour-là, j'avais commencé par, peut-être il y en a beaucoup d'entre vous qui parlent plus d'une langue, quelques-uns, et toutes les mains s'étaient levées. Alors Montreuil, il y a du chinois, il y a de l'arabe, il y a beaucoup de sénégalais, enfin bon, évidemment ils parlent tous plus d'une langue. Qu'est-ce qu'on leur dit quand ils rentrent en classe? On leur dit, asseyez-vous, taisez-vous, et si vous parlez, parlez français. Bon, jamais dans toute leur scolarité, on a écrit pour eux une ligne d'arabe au tableau, une ligne de chinois au tableau, alors qu'ils sont tous là. Jamais on a tiré parti de cette incroyable richesse qui est la leur. On leur dit, taisez-vous. Bon, la première chose à faire, à mon avis, c'est de commencer dès la petite enfance et dès la maternelle même, à montrer qu'il y a plusieurs langues. Je veux dire que la différence entre les hommes, quand c'est une différence entre les langues, elle est gérable, intelligible et elle apporte. Quand c'est une différence de race, quand c'est une différence de peuple, quand c'est une différence de pays ennemi, c'est grave. De religion, grave. Bon, de langue, on va pouvoir inventer à partir de là. Donc moi, c'est vraiment ça que je propose. Je propose ça tout le temps. C'est-à-dire vraiment à partir de... Et j'ai fait ça aussi, à vrai dire, si vous me permettez de parler d'un autre genre d'expérience, j'ai travaillé avec des adolescents psychotiques, beaucoup. Tout à fait au début, quand je faisais de la philo, j'ai travaillé en hôpital de jour. Et ces enfants, ces adolescents étaient très troubles, avaient des troubles de langage considérables. Beaucoup étaient mutiques. Et je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire. Et à un certain moment, je me suis mise à lire le Cratyle avec eux, en grec. Alors, donner le Cratyle de Platon, en grec et en français, à commencer à travailler ça. Le Cratyle, c'est un dialogue de Platon où on joue avec les mots et où on fait des étymologies tout à fait biscornues, tout à fait fausses, tout à fait contradictoires avec les mots. Et donc, je faisais ce que je pouvais, j'écrivais du grec au tableau, ils étaient là, bon, ok, et à un certain moment, il y en a un qui a levé le doigt en disant « J'ai compris, madame, j'ai compris. » Ouais, j'ai compris l'étymologie de concierge. Parfait. Parfait. Donc, voilà, il faut faire bouger les trucs, là où, comme on peut. Et c'est faisable. Ben oui. Et c'est ça dont il faut convaincre. Oui, c'est faisable. C'est faisable. Madame, s'il vous plaît. J'ai travaillé avec une équipe. J'étais dans un bureau d'hommes politiques et il écrivait en arabe. Je devais traduire en français. J'étais avec un traducteur qui a fait l'école de Paris et moi je comprenais toute la portée du texte arabe. Enfin, j'essayais. Oui. C'était ma langue quand même. Et on passait beaucoup de temps à presque se disputer. Oui. Il cherchait à me faire comprendre la convivialité, moi je lui parlais d'autre chose, ou bien l'inverse. Donc les contenus n'avaient pas la même résonance. Absolument. Et avec beaucoup de peine, on sortait un texte et ça me chiffonnait, ça me rendait malade. Ce travail n'est pas facile. Non. De parler, de traduire une langue, la faire comprendre à un autre peuple. C'est très difficile. C'est très difficile. Alors, il y a une chose dont je n'ai pas du tout parlé. Ouais. Avant de... Oui, je voulais vous laisser la parole, mais j'ai envie de vous dire merci. Un immense merci pour cette ouverture et le merci à M. Antis, je ne sais pas s'il est en salle, de rendre Château-Mercier une université pour tous. Voilà. À vous la parole.
peut peut-être s'arrêter là. Et je vous remercie de vos remerciements. Thanks for thanking. Mais ce que je voulais dire, il y a une chose dont je n'ai pas du tout parlé, c'est les traductions de ce dictionnaire des intraduisibles. Parce qu'il y a une traduction arabe en cours. Et il y a un volume qui est sorti. Il y a une traduction américaine qui est faite. Il y a une traduction ukrainienne, il y en a 3 volumes qui sont sortis. Il y a une traduction roumaine, il y a une traduction... Et à chaque fois, il y a une autre intention. Et effectivement, c'est comme ça qu'on y arrive. C'est-à-dire que pour l'arabe, ils ont choisi, c'est Ali Ben Maklouf qui dirigeait Qui c'est ? Ali Ben Maklouf, et philosophe. Et donc, il a choisi les mots concernant le droit à la loi. Justement parce que c'est presque... Enfin, là, c'est vraiment des problèmes énormes. Parce qu'il y a un monde dans la philosophie arabe concernant le droit et la loi, et que c'est absolument pas adéquat. Bon, donc, si vous voulez, on ne fonctionne bien que quand on affronte la difficulté et qu'on a la chance, avec un dictionnaire de ce genre, de pouvoir expliquer. Bon, il a réécrit une entrée charia pour expliquer ce que ça voulait dire. Bon. Vous voyez, donc, bon, si je prends les Américains, eux, ils ont tout traduit, et leur idée, c'était défendre l'English contre le globish. Donc, ils ont une autre intention que moi, ni globish, ni nationalisme ontologique. Les Roumains, qui ont fini la traduction, elle n'est pas encore sortie, mais ils l'ont fini, ils se demandent quel est le rapport entre les racines slavones, le slavon et le latin, dans une langue qui a déserté le religieux. Alors qu'elle était transie de religieux et de slavon. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, comment ça se goupille ? Les Ukrainiens, ils ont fini la traduction, ils en ont publié 3 volumes, et ils se sont demandé quelle consistance une langue philosophique ukrainienne pouvait avoir par différence avec une langue russe, par différence avec la langue russe. Et ils le traduisent maintenant en russe pour voir comment ça se goupille. Bon, l'hébreu, on a commencé la traduction en hébreu, et ils ajoutent à chaque fois, quand je dis traduire, ça veut dire réinvestir, refaire, hein, réinvestir vraiment, interpréter complètement. Donc en hébreu, ils cherchent à comprendre à travers ce dictionnaire, à travers la manière dont ils vont prendre les entrées, dont ils vont les rendre, la différence entre l'hébreu de la Bible et l'hébreu qu'on parle aujourd'hui. Et ils ont par exemple proposé une nouvelle entrée que vous trouvez dans le livre là, Traduire les intraduisibles. Une nouvelle entrée, Erev Rav. Erev Rav désigne dans l'hébreu biblique les peuples, ceux qui ont accompagné les Juifs quand ils sont sortis d'Égypte. Et aujourd'hui, chez les sionistes actuels, ou les ultra-sionistes, ça désigne l'ennemi de l'intérieur. Bon, ben, vous voyez, vous comprenez, ça, c'est extraordinaire, ça fait bouger vraiment, cette compréhension-là, ça fait bouger beaucoup de choses. Les Brésiliens, c'est au Brésil qu'on traduit en portugais. Donc les Brésiliens, eux, ils cherchent qu'est-ce qui se passe avec la langue portugaise maintenant qu'elle est chez eux post-coloniale et qu'elle a été, si j'ose dire, c'est leur mot, anthropophagisée par les langues indiennes. Donc qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est intradução ? Bon. Et à chaque fois, vous voyez, il y a une autre intention, c'est-à-dire que ça se redéploie, et c'est ça l'énergie. C'est un geste, cette chose-là. C'est juste un geste, comme une langue est un geste. Est-ce que vous allez apprendre l'arabe? Parce qu'on vous a dit hello maintenant ici, ce groupe arabe. Hello, yani bello, yani bjello. Excusez-moi, on va arrêter. Je vous entends pas. J'entends pas. Je voudrais vous remercier pour votre conférence et puis surtout j'ai beaucoup apprécié que vous avez rejoint ce que j'ai dit hier à une intervention. Il faut commencer par la petite enfance. Il faut commencer par l'éducation. Oui. C'est la famille qui donne. Mais la famille, il faut qu'elle soit formée. Donc, il faut des générations. L'éducation, c'est très important. Et ensuite, il y a l'instruction qui vient par la suite. Donc, c'est à ce niveau-là, je pense que les philosophes aussi peuvent apporter une contribution. Vous n'avez pas à aucun moment cité la globalisation.
c'est que tout le monde connaît. Vous avez circulé dans d'autres domaines de connaissances. Mais en réalité, il s'agit de globalisation, de tentative de globalisation, et cela dans plusieurs domaines. Domaine économique, domaine politique, domaine religieux malheureusement. Alors, il faudrait, je pense, agir à ce niveau-là. Apprendre aux jeunes, dès l'école, dès le foyer, la famille, l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence des uns et des autres, sans essayer vous avez cité Madame Merkel. Madame Merkel a probablement fait référence à un échec d'assimilation. Oui. Et ce n'est pas correct d'assimiler les gens. Il faut accepter, c'est un enrichissement à mon avis. Oui. On parle souvent d'amour de telle religion, d'amour de telle religion. L'amour est universel, avec le grand U que Madame a articulé aussi. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir. Et puis, concernant, comme je suis juriste, la jurisprudence apporte beaucoup d'éclaircissements dans les définitions des termes. Mais on doit toujours commencer par la définition, avant de s'engager dans le développement d'idées et de concepts. Voilà, je suis quotidienne, mais un bon valaisan. Merci, monsieur. Merci. Merci.